Salut à tous, je vous présente ici l'épisode 7 en Air LeBron James et en My NBA. Au sortir d'une saison 2013-2014 où les Rockets de James Harden, Kawhi Leonard viennent chercher comme ça un troisième titre en 4 ans, m'est venue l'idée de basculer sur un nouveau projet. Alors que le barbu prend un deuxième MVP des finales à l'occasion. Enfin, c'est une équipe qui est ultra dominante et qui en plus a des possibilités de renforcement. À ce moment-là, je me dis, ça risque de devenir ennuyeux si on se réinvente pas. Et pour autant, la partie, moi, je la trouve sympa et j'ai envie de la poursuivre pour continuer un peu à donner des petits clins d'œil à des tas de joueurs qui arrivent au fur et à mesure des années via la draft. Alors, la situation contractuelle, elle est parfaite aux Rockets. Je pars, je dirais, la tête haute. Voilà. Je pars la tête haute pour aller donc vers ce nouveau projet que je vous ai présenté en fin d'épisode dernier, qui est les Boston Celtics. Alors, Boston Celtics, c'est une équipe qui est pas bien forte, puisqu'elle a un des pires bilans à NBA à l'été 2014, avec quand même deux vestiges du passé quand même récents et quand même glorieux, que sont Rajon Rondo, avec ce titre 2008, avec trois fois All-Star notamment, et avec encore un âge qui permet d'aller jouer un rôle intéressant peut-être ailleurs, et Paul Pierce, évidemment l'autre joueur majeur, le vétéran local à ce moment-là, champion 2008 aussi, MVP des finales, on le sait tous, face aux Lakers, et donc ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait déjà commencer par aller voir la loterie. De toute façon, dans NBA 2K, on peut pas faire de trade avant que la loterie ait eu lieu, donc bien obligé d'attendre cette loterie. La loterie nous projette 5e et 11e, et regardez, c'est sans tenir compte de certaines protections qui sont pas tout à fait affichées là, mais bon, quoi qu'il en soit, on va hériter d'une 3e position et d'une 11e. C'est plutôt intéressant. Et puis, ce que je vais faire en fait après avoir vu ça, donc déjà choisir en 3e la draft 2014, il y a quelques possibilités. Ensuite, je vais aller évidemment faire ce qu'on fait dans ces cas-là. C'est-à-dire, comme il y a un vrai nouveau projet qui s'amorce, il faut libérer les joueurs. C'est une manière de les remercier. Libérer les joueurs qui ont encore des choses à faire dans la ligue et non pas participer à une reconstruction qui ne les intéresse pas trop. À savoir donc Rajon Rondo du côté des Sacramento Kings, qui eux sont un vrai prétendant, une équipe émergente de l'Ouest qui est très très forte autour de DeMarcus Cousins et Dante Green entre autres, Tariq Evans également. Et puis même chose pour Paul Pierce qui ira passer ses dernières années du côté de KC. Et puis il se trouve que J.J. Redick était là. Et lui il est beaucoup moins historique, mais donc lui aussi on l'a tradé du côté des Bulls qui avaient potentiellement besoin d'un shooter fiable à 3 points. Donc tout ça s'accompagne de d'autres petits transferts qui ont eu lieu comme ça avant la draft. La draft, parlons-en tout de suite. On avait donc des joueurs à chercher et derrière le choix numéro 1 qu'aura été Nikola Jokic ici, Nikola Jokic qui va renforcer l'armada des Rockets. Oui, les Rockets avaient parié sur l'avenir et puis l'avenir leur a donné raison. Donc Nikola Jokic, ça va être une relative dinguerie. Je vais pas vous mentir, j'ai gardé le contrôle des Rockets. Je vais pas tout foutre en l'air des années d'une partie, on va dire propre. Donc Nico, on joue les matchs un peu de temps en temps, je me fais plaisir. Mais surtout voilà, parlons des Celtics. Joel Embiid est venu être notre premier renfort de poids au moment de la draft 2014. Donc on va construire autour du fabuleux Joel Embiid. Alors je dis fabuleux, je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent ne pas l'aimer, mais moi non plus, j'ai pas trop aimé l'affaire USA, Cameroun, France, que sais-je. Puis il y a aussi des passages un peu plus obscurs que les Sixers avec Ben Simmons, où moi je le tiens pour en partie responsable de ce qui s'est passé, du divorce. Bon bref, voilà, allez, on écrit une nouvelle histoire. Aaron Gordon était pris par les
par les Rockets. Aaron Gordon pour reconstituer une espèce de duo de la raquette des Denver Nuggets actuels du côté des Rockets. Donc ça peut être le futur de la Marodome en fait. Hein, c'est Aaron Gordon dans cette équipe-là. Voilà. Promis, j'en parle presque plus, sauf quand on va les croiser dans le calendrier. Et puis voilà, après, j'avais, grâce aux trades qui ont été faits, obtenu un choix très intéressant, le 9e, avec donc Zach LaVine qui nous a rejoint. Alors Zach LaVine, autre joueur sur lequel j'avais envie de parier, pour justement ne pas tomber dans le cliché habituel avec des joueurs à profil plutôt défensif. Bon là, pour le coup, Zach, c'est un joueur qui n'est pas à profil défensif, c'est le James Harden du pauvre, on va dire. Et puis par contre, quand même, voilà, j'ai aussi pris mon Jrue Holiday du pauvre, que peut être Marcus Smart. Désolé, hein, j'adore ces joueurs en plus, hein, c'est pas négatif. Hein. C'est juste que ce sont des joueurs un peu moins huppés, en plus là ils vont être rookies. Marcus Smart, hein, génial à jouer, hein, moi j'adore. Entouré des vétérans, on a aperçu Reggie Bullock, il y a Kyle Korver, il y a comme ça un certain nombre de joueurs. Puis après, en 17e choix, j'ai été prendre Jabari Parker. Donc Jabari Parker, je l'ai moi-même créé le plus proche possible de la réalité. C'est un Dookie. On sait qu'il a eu une carrière un peu écourtée en NBA à cause des blessures, entre autres. Et voilà, je trouvais ça intéressant de faire le clin d'œil vers ce joueur qui vraiment, moi, m'avait beaucoup plu en son temps. J'avais bien aimé Jabari Parker quand il était aux Bucks, là notamment, je le trouvais vraiment sympa, mais bon, ok. Ça s'est mal passé, même je me souviens d'un passage à Chicago aussi, qui était pas totalement inintéressant, on avait encore de l'espoir à ce moment-là, et puis malheureusement il s'est avéré que Jabari Parker, la carrière a tourné court, mais il a une histoire personnelle aussi qui est assez douloureuse. Voilà, je vais pas jouer beaucoup de matchs dans cet épisode avec les Celtics. On va jouer quand même quelques-uns, histoire de s'amuser, puis de prendre aussi la température de cette équipe. Je n'ai pas cité mon principal free agent recruté à l'été. J'ai nommé Michael Beasley, le fantasque et quasi ultra offensif Michael Beasley, mais doté aussi de qualités athlétiques fort intéressantes. Et en fait, on va se retrouver ici en situation de faire connaissance avec les Detroit Pistons dans ce match-là. Le Detroit est pas trop mal parce qu'ils ont bénéficié de l'arrivée, notamment dans un trade qui implique Charlie Villanueva, de Kevin Love en provenance de Minnesota, hein, bien sûr. Et puis il y a Dede Drummond, il y a Goran Dragic, il y a aussi Monta Ellis. Bref, il y a quelques joueurs qui sont assez sympathiques. Gerald Wallace ici, malheureusement, un petit peu mis en échec dans sa tentative désespérée à 3 points. Voilà, des joueurs sympas. Et puis finalement, une tendance qui se dégage, c'est que manette en main, on a tendance à faire relativement mal à cette équipe-là. Ça veut dire qu'en fait, dès que vous prenez le contrôle et que vous avez quelques principes défensifs, et après en plus offensivement, vous pouvez de temps en temps, comme je le fais ici, jouer un peu de pick and roll très mal défendu par le jeu de manière générale. Bien joué Aaron Brooks, petit vétéran aussi qu'on allait chercher comme ça. Le pick and roll, hein, c'est quand même peut-être le côté négatif dans le gameplay, je trouve. Mais après, toujours la même chose. Quand on en profite, on trouve ça limite cheaté. Mais quand on le subit, honnêtement, ça fait mal aussi. Hein, donc voilà, ça marche un peu dans les deux sens. Donc je m'autorise à des moments un peu de pick and roll quand même en attaque. Même si on préfère exécuter des systèmes. Ici, Monta Ellis qui a fait la chanson à Zach LaVine pour un rapproché des Pistons. Goran Dragic ici, voilà, hop, qui vient confirmer en fin de troisième quart-temps ce score qui se resserre. Joli, le passé va pour Calderon, très très bien. Il s'avère qu'on a un match serré quand même face à cette équipe, et puis c'est vrai que Kyle Korver en sortie de banc, vétéran, c'est sûr que physiquement il est pas au top le pauvre, mais ça s'avère être vraiment un soutien très très précieux ici. Hop, la contre-attaque conclue par Jabari Parker sur
Une action un peu acrobatique de Marcus Smart. Ici, hop là, rebond sécurisé par Jojo Embiid, qui a aussi quand même pas mal dissuadé dans ce match. On est devant. À moins de 2 minutes de la fin, il faut jouer quelques pick and roll comme ceci. Hop là, Jojo est inarrêtable. Ça va sans dire, ce genre de séquence. Et puis pourquoi ne pas les utiliser de temps en temps. Regardez, hop, ça dévisse. Parce qu'il y a eu la dissuasion de Kevin Love notamment. Toujours est-il que, regardez, Monta Ellis qui va servir Kevin Love. On retrouve Monta Ellis, sublime pénétration. Et Drummond s'y reprend à 2 fois pour venir conclure et chercher l'égalité au score. Voilà, on a un match serré, c'est toujours sympa. Hop, petit écran de Zach LaVine. Et Marcus Smart préfère aller attaquer le cercle, étant donné que le défenseur de LaVine avait réussi à revenir sur lui, donc le 3 points n'était pas vraiment ouvert. Gros match de Smart. Je vous disais que Smart était une sorte de sous-Drew Holiday, mais Marcus Smart, dans ses meilleures années, c'est vraiment quelqu'un qui fait du bien à une équipe. C'est un peu dans ce sens que je l'ai pris à la draft. En plus, il y a le côté historique, on va dire, où Smart... moi, j'ai jamais réussi à me remettre, on va dire, affectivement de l'échange qui a vu partir Marcus Smart des Celtics, même si on sait qu'après, il y a eu un titre. Et donc, c'est triste pour le joueur, parce qu'au final, on pourrait presque croire que c'est de sa faute. Mais il y a eu une upgrade sur son poste, et puis on connaît tous l'histoire. Voilà. On va réussir a priori à conclure ce match. Enfin, il faudrait peut-être pas rater les lancers. Zut alors, j'ai pas encore le timing de Jojo bien dans la main. Donc ça veut dire qu'on se remet un peu de la pression. Possession pour égaliser ou passer devant. En ce qui concerne les Pistons, Monta Ellis défendu par Zach LaVine, c'est pas la sécu sociale, on va dire. Heureusement, il y a Jojo Embiid qui vient, hop là, pour dissuader, parce que franchement, sinon je savais que j'allais prendre ce panier. Voilà, merci Jojo, il aura fait du bon boulot. On arrache ce match de très peu. Dédé Drummond est un petit peu dégoûté de ce qui a pu se passer, et on peut tranquillement rentrer au vestiaire. Dans ce match, les Pistons auront été encore plus maladroits que nous dans le shoot à 3 points, ce qui est quand même pas peu dire parce qu'on n'a pas été géniaux à 31%. Voilà, puis après on s'est battu et on arrache ce match, mais c'est pas facile. Alors, on va me dire quoi, déjà 2 victoires en 2 matchs, ouais, mais il faut dire une chose, et on le verra un peu plus tard, au fur et à mesure de la saison qui évolue, c'est que les Raptors au match 1 et ici même les Pistons, quoique potentiellement excitants et formés à l'aide de bons joueurs, s'avèrent être des équipes qui vont un peu passer à côté de leur saison, et dès lors ça permet de relativiser notre perf, quoi, hein. C'est-à-dire que ok, on s'est battu, on s'est accroché, et puis à l'arrivée on va chercher comme ça une très jolie victoire, mais en fait c'est pas contre des adversaires très forts. Voilà, donc il faut quand même le dire tout de suite. À mon grand regret, ces Detroit Pistons ne vont pas faire une très belle saison, ce qu'on va regarder d'ailleurs. Alors voilà, je vais osciller entre Simcast et simulation, et jouer un peu de temps en temps. J'ai montré mon coach, là je suis content, de Buck Williams, c'est très fort. On va faire une petite tentative d'introduction de défense en zone. J'ai envie de voir ce que ça donne. Manette en main, est-ce que c'est, on va dire, est-ce qu'on le voit, ou est-ce qu'au final c'est un gadget du jeu? Puis également voilà, se projeter quand même vers la suite, en allant voir ce que peut donner cette équipe contre un prétendant, un contender de l'Ouest. J'ai nommé ici les Los Angeles Clippers, autour de Chris Paul, Dédé Jordan, Blake Griffin, avec quand même quelques bons joueurs autour. On aperçoit Eric Gordon, entre autres, mais aussi Danny Green, il y a Tobias Harris, il y a un certain nombre de bons joueurs, et pas seulement ceux que j'ai cités là, il y a même quelques autres clients. Alors, on arrive à exister sur des séquences assez classiques,
Mais ce qu'il va falloir voir dans ce genre de cas, c'est ce qui se passe. Reggie Jackson en sortie de banc comme backup de Chris Paul, Josh Childress ici, qu'on a aperçu prendre un shoot un peu désespéré. Bref, on est dans nos petites séquences. Qu'est-ce que ça peut donner face à cette équipe-là? Déjà, l'adresse, elle est un petit peu délicate et ça nous met en difficulté. On a moins d'adresse que contre les deux précédentes équipes. C'est un peu normal parce qu'en face, ça défend mieux. Alors, est-ce qu'on peut aller chercher comme ça d'autres solutions? John Henson, qui est le backup là, de Joel Embiid dans cette saison avec les Celtics. Hop là, D.J. Jordan qui joue son rôle. On avait réussi à recoller et puis on se heurte encore une fois là, quand les titulaires d'en face sont présents, à quelques difficultés. Ici aussi Bruno Caboclo, que les Clippers ont drafté, je crois justement en 2014, qui venait faire du bon boulot. La liaison entre Griffin et D.J. Jordan fonctionne. Nous sommes toujours un peu frustrés en termes d'adresse. Et regardez ici, Blake, hop là, qui va se régaler pour venir déjà nous faire un peu mal à -7 avec 1 minute à jouer. Et il y aura ici du grand Blake, même mise en échec avec ensuite la claquette dunk de D.J. Jordan. Donc maladresse globale. Donc ça fait partie du jeu. C'est aussi quand on est moins à l'aise et quand on a moins l'espace pour construire ses shoots. Domination assez violente au rebond pour les Clippers, qui leur a offert des deuxièmes chances, alors que honnêtement on n'avait pas besoin de ça. Enfin bref, voilà, on a vu qu'avec 46 points en extrapolé pour Blake Griffin. En revanche, Chris Paul bien défendu, Eric Gordon inexistant, des Jordan, bon, bref, on a compris, on s'est fait décomposer par la raquette adverse. Donc plutôt instructif pour moi, parce que ça prouve que ok, on est vraiment loin, outre la maladresse ponctuelle, mais je dirais surtout j'avais pas de certitude sur ce qui allait se passer dans cette saison. Bon là j'ai compris que ça allait être une saison très très difficile pour nous. Et puis en plus, regardez, sur ce match on perd, enfin en tout cas voilà, Jojo Embiid s'est blessé, on l'a aperçu à un moment donné, et puis sans lui c'est pas tout à fait facile. Donc là du coup je vais réduire la voilure, je vais me remettre dans une rotation dans laquelle mes joueurs majeurs du futur vont être économisés à 27 minutes, et puis on va ouvrir le banc un peu plus et voir un peu ce que ça donne. Mais on se fait peu d'illusions sur le résultat d'une telle politique. Le résultat il va être très très clair, c'est qu'on va perdre pas mal de matchs, on va voir ça. Donc j'ai choisi d'avancer, voilà, Jazz nous battent assez largement, et puis ça enchaîne, Lakers, Portland, on a donc voilà, bien peu de réussite sur toutes ces situations là, sans Joel Embiid en plus. Franchement c'est un peu délicat, et on va avancer comme ça le calendrier. Alors les Kings, c'est vraiment une équipe qui est pas mal. Tiens, retour de Jojo, ça fait plaisir. Mais on va rester quand même dans la réduction de minutes que je vous avais montré. Voilà, Joel Embiid va reprendre ses minutes de titulaire. Et puis sinon j'utilise Taj Gibson aussi au poste 4. Alors, ça pique un peu rétrospectivement parce que Taj, pas quelqu'un qui s'écarte, donc ça veut dire qu'en fait on joue avec deux grands. Quand il y a Taj Gibson, on joue avec deux grands qui essentiellement shootent pas, surtout quand il est associé à Henson. Donc voilà, on n'est pas très moderne dans l'approche, mais ça prendra peut-être quelques années avant d'avoir une équipe vraiment tournée vers le basket moderne qu'on connaît aujourd'hui. J'ai quand même eu envie de me confronter au Miami Heat de LeBron James, D. Wade et Chris Bosh. Et vous allez voir que le constat est surprenant contre cette équipe-là. Tiens, en fait, elle a aussi les services de Greg Oden, qui était free agent à un moment donné. Ils ont réussi à le signer. Et
Et maintenant, ils ont réussi même à le prolonger, donc c'est plutôt cool pour eux, parce qu'avec ces triamigos qui prennent toute la marge salariale, là, il n'y a finalement plus beaucoup d'argent pour payer les autres. Hein. C'est un peu le problème de ces super teams avec trois superstars. Ok, donc on arrive à exister jusqu'à ce panier de Zach LaVine qui nous a fait recoller. Puis après, il y a quelqu'un qui va prendre le contrôle du match, c'est D-Wade. D-Wade qui a servi ici, on l'a vu, Chris Bosh. Ensuite, on est très très mal pris sur ce pick and roll. Notre receveur a été trappé. Hop là, panier facile en contre-attaque pour D-Wade. Et derrière, un certain nombre de tentatives qui sont un petit peu foupouda, hein, j'ai envie de dire, d'avance, quoi. Hop là, Chris Bosh sur la contre-attaque, magnifique. Il joue très très bien le coup sur le jeu rapide. Ils ont un bon spacing. Et LeBron qui n'a même pas eu besoin de forcer. Ici, Greg Oden qui vient quasiment postériser Joel Embiid, bienvenue. Et vous voyez, voilà, des petites tentatives très douloureuses. Ici, c'était Jabari Parker. Derrière, c'est conclu. Voilà, LeBron, on l'aperçoit enfin. Bon, la messe est dite. Hein, la marche était trop haute pour nous face à cette équipe du Heat. Quelque part, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Vraiment, vraiment, tant mieux. Parce que il ne s'agirait pas de constater qu'on est déjà en capacité de battre une équipe comme celle-là. C'est juste pas envisageable. Hein, donc, tant mieux qu'on soit en difficulté. Ça prouve qu'on a énormément de progrès à faire et de temps à laisser passer avant que les choses ne deviennent plus propres, je dirais. Hein. Et voilà comment les choses se déroulent assez calmement. Ici, pour nous, une défaite prévisible. Un bilan d'ores et déjà avec 49 points de Wade en extrapolé, c'est quand même pas mal, et 19 passes. Le mec a fait un carton total. Bon, et là, voilà, je suis encore plus dans l'état d'esprit de me dire il faut que cette saison passe. Il faut faire passer cette saison, et puis on verra. Mais après, j'aime bien me prendre des petites torgnoles par moment, là, comme celle-là, parce que je me dis que ça me rappelle ce jeu. On peut rouler dessus à des moments avec certaines équipes, mais on peut aussi souffrir, et c'est pas désagréable. Je trouve ça sympa, j'apprends des trucs. Et puis surtout, c'est sympa de s'accrocher dans une situation compliquée, voire quasiment perdue d'avance. Tiens, à propos de situation perdue d'avance, il y a les Houston Rockets qui arrivent en ville quelques jours plus tard. Ils sont déjà à 11 victoires et 0 défaites. Et nous, on est à un piteux bilan de 3 victoires pour 9 défaites. J'ai tout le monde en bonne santé. Je me dis, tiens, si on le jouait. Sympa à jouer, a priori, hein, ce type de rencontre. Je m'attends à me faire ouvrir en deux, mais peu importe. C'est pas très grave. Joel Embiid qui prend l'entre-deux. Et là, on va essayer de jouer sérieusement tout de même. Hein. Regardez, très bonne entrée en matière ici pour Niko Jokic qui glisse un très joli panier à 2 points. Zach LaVine aussi qui rentre bien dans son match avec un 3 points non contesté par James Harden. Joe Holiday qui ici dans le backdoor trouve Kawhi Leonard. Ah ouais, là c'est un problème pour Michael Beasley. Hein. C'est d'arriver à surveiller Kawhi. Regardez, hop, il va nous refaire pareil une action qui le caractérise quelques minutes plus tard. Les vétérans comme Aaron Brooks, Kyle Korver ici à 3 points ou Taj Gibson sont rentrés sur le terrain. Et donc forcément, je suis sur des minutes un peu pauvres parce que j'ai volontairement été sur une rotation assez binaire en premier quart, voire même dans de nombreux moments du match. C'est-à-dire que on fait pas beaucoup de mélange entre titulaires et hommes qui sortent du banc. Je me dis encore une fois, c'est pas très très grave. Puis vous voyez, j'ai pas forcé sur les minutes non plus, hein, mais Joel Embiid, Zach LaVine, etc. ne jouent que 27 minutes. Ici, contre remarquable de Joel Embiid sur Kawhi Leonard. Mais dites-moi, ce serait pas, et puis là il avait déjà fait ça aussi sur Festus Ezeli, ce serait pas peut-être un match qu'on serait en capacité de contester à tout hasard. Donc là je me commence à me prendre au jeu, je me dis il y a peut-être quelque chose à faire.
Ici, action dégueulasse de Easily, le pauvre, qui se fait complètement contré par Joel Embiid. Déjà 3 contres pour Joel. Et une contre-attaque facilement conclue par Michael Beasley. Bon, après, ça n'empêche pas de prendre des tentatives un peu plus hypothétiques. Et d'ailleurs, devoir du coup assumer des contre-attaques. Ici, Aaron Gordon encore contré. Dites-moi, mais c'est un match de contre incroyable. James Harden pour Aaron Gordon dissuadé. Ouais, alors là, je me dis, peut-être qu'en fait, on va pouvoir faire quelque chose. Parce qu'on a l'air de vraiment les embêter à l'image ici de Joel Embiid, qui contre Yao Ming. Et hop là, derrière, Beasley qui fait sauter et qui vient poser contre la planche. Waouh. Beasley est assez fulgurant en ce début de match. Et Korver est adroit. Donc ça rigole. Hein. Ça rigole pour les Celtics. On n'aura pas de blessés aussi, c'est pas mal. Hein. Hop là, ici malheureusement, la maladresse des Rockets. Bon là, Gordon va profiter de l'écran pour artiller à 3 points. Tel un meneur ou tel un arrière, c'est amusant. Hop, la coupe vers le cercle n'a pas été bien défendue ici. C'est ma faute. Joe Holiday, 2 points faciles. Zach LaVine, shoot ouvert, ou presque. Dévissé malheureusement. Ça se bat quand même au rebond, on récupère parfois des possessions. C'est toujours très très serré. Et oui, je vous avais dit que les Kings sont très forts à l'ouest. Hein. Vous voyez, ils sont deuxième à ce moment-là, derrière les Rockets. Shane Battier qui a la balle pour Drew Holiday. Voilà, 3 points pour Drew qui fait passer au Houston devant. Attention, mais Zach LaVine n'a pas dit son dernier mot. À 0 degré sur un bon service de Marcus Smart. Zach prouve sa motivation. Alors, Kawhi dans ses œuvres. Kawhi face à Reggie Bullock. Et contesté en fin de 3e quart. Bref, Boston est toujours dans le match à ce moment-là. Un point d'avance. Bon là, ça va faire permettre aux Rockets de passer devant cette contre-attaque. James Harden face à Aaron Brooks. Le duel est relativement déséquilibré. La petite cuisine du barbu qui ressort pour Aaron Gordon qui malheureusement dévisse. On n'a pas beaucoup vu Niko Jokic. Bah tiens, il prend un 3 points qu'il aurait dû rentrer. En tout cas, ça aurait été très profitable aux Rockets qui sont en train dangereusement de se savonner la planche. Hop là, pied sur la ligne, même ici, derrière un shoot un peu bizarre et raté par Kawhi Leonard. Ici, une des dernières tentatives, elle est encore dissuadée par Joel Embiid. Bref, vous l'avez compris, la tendance de ce match est claire. Les Boston Celtics, très jeunes et totalement non aboutis, inaboutis encore et totalement en développement, vont se payer le scalp des champions en titre. Alors ça me donne de l'espoir pour les années à venir, hein, de voir de telles choses. Parce que je me dis, ah ouais, donc les mecs sont à 75 d'overall ou je sais plus combien, un truc du genre, quoi. Et où sont entre 75 et 77. Et finalement, ils arrivent à se taper une équipe quasi invincible. Donc voilà, bienvenue. C'est plutôt sympa tout ça. Et on prend ce match. Alors voilà, c'est pas ça qui va changer ce que peuvent être nos ambitions pour la saison, hein, puisque là maintenant par contre, ok, on s'est fait plaisir, on a joué un match important et relativement prestigieux, mais après on va rester calme et puis on va juste se souvenir que ça a été assez bien mené, mais maintenant on va avancer de manière assez déterminée, je dirais. Hein. La saison, il faut absolument la faire avancer, celle-là, pour avoir des choses encore plus intéressantes à se mettre sous la dent sur la saison suivante. Regardez le triple-double par les contres de Joel Embiid, extrapolé à 25 points, 12 rebonds et 12 contres. Rien que ça. En même temps, il en a envoyé 5 en 4 fois 5 minutes. Donc, le calcul est bon. Hein. Il n'y a pas de problème. Énorme match donc de Jojo.
Le joli double-double aussi qui est passé inaperçu mais qui est bien réel pour Marcus Smart. Et puis en face, quand même un Kawhi Leonard et Niko Jokic. Tous les deux là, ils ont bouffé la feuille de match à 7 sur 22 et 2 sur 15. C'est moche. Voilà, Harden finalement a eu assez peu le ballon et Jrue Holiday aussi a été très bon quand il a tenté des choses, mais il a relativement peu tenté. Et voilà, ce que je vous disais, maintenant on va avancer. Puis on va avoir dans quelques matchs là une assez mauvaise surprise. Donc on est à 5 victoires, 12 défaites. On aborde Washington. Match au cours duquel, outre la défaite, c'est pas très important ça, il y aura la grosse blessure de Marcus Smart. Ça, c'est un truc qui peut vraiment freiner nos progressions et qui peut entraver le projet. C'est les longues blessures. Alors voilà, je vais devoir me passer de Marcus Smart pendant presque 4 mois. Et ça, quand même dommage, parce qu'on sait bien qu'il y a des blessures qui peuvent être briseuses de carrière dans ce jeu. Et en l'occurrence, il serait pas forcément étonnant que celle-ci le soit. En plus, j'ai pas vraiment de meneur. Déjà que j'ai pas de deuxième meneur, ou presque, parce que Aaron Brooks est très très âgé et a beaucoup perdu en overall. Il est à 66 seulement. Donc je décide de repositionner Zach LaVine en meneur. Après tout, c'est la seule solution qui me reste à ce moment-là. Et regardez, on va terminer comme ça les 20 premiers matchs sur un bilan de 6 victoires et 14 défaites. Bilan qui nous classe, voilà, déjà très très en dehors des qualifiables pour les playoffs, avec un joli début de saison pour les Knicks. On n'est pas vraiment surpris. Le Heat et les Bulls suivent sérieusement. Puis voilà, on va continuer à avancer. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pendant que le calendrier avance? Tout bêtement, que certaines équipes nous font de la concurrence pour ce qui est du tanking officieux. Dans cette saison-là, j'ai nommé les Raptors qui arrivent à faire pire que nous pendant un bon moment. J'ai nommé à l'ouest les Denver Nuggets, une équipe qu'on a aussi battue. Denver Nuggets, ils arrivent à avoir le pire bilan de la ligue pendant un bon moment. Il faut encore voir ce que ça donne vers la fin de saison, mais c'est, a priori, ils sont favoris pour avoir le premier choix de la draft 2015, là, dans cette partie, les Denver Nuggets, parce que ça va pas du tout. Puis nous, ça va, hein, on l'assume pas officiellement, mais on est quand même dans une phase qui ressemblerait plutôt à du tanking, et puis on le vit très très bien. Les joueurs sont pas forcément trop mécontents, et regardez, classement, donc, pour confirmer ce que je disais, toujours New York, Miami. Tiens, les Bulls ont un peu rétrogradé. Il y a eu une blessure de Derrick Rose, malheureusement pour eux. Mais heureusement, il va revenir ensuite. Les Milwaukee Bucks de Giannis commencent à pointer leur nez à la fenêtre. Et puis ensuite, voilà, les équipes qui sont un peu autour de 50%. Et puis après, très en bas, on retrouve les Raptors. Donc je disais, calamiteux. Les Detroit Pistons, assez décevants. Les Washington Wizards, très décevants par rapport à John Wall et Bradley Beal. Et de l'autre côté, je vous parlais de cette équipe qui nous fait une concurrence déloyale. J'ai nommé les Denver Nuggets qui viennent gâcher la fête. Non mais je rigole parce qu'au final je vise pas nécessairement le choix numéro 1 de la prochaine draft. La draft 2015, elle est composée d'un certain nombre de joueurs. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Mais au final on n'a pas de vrai besoin, nous, d'être tout en haut de cette draft-là. Houston, 35 victoires, ça va. Bon bilan. On peut se targuer d'avoir fait subir l'une de ces deux défaites à cette équipe. Puis après, regardez, c'est intéressant. Jabari Parker fait une saison honnête. Hein. Zach LaVine fait quand même une très belle saison à 21 points de moyenne en 30 minutes. C'est assez immense. Il dévoile tout son potentiel de scoring. Michael Beasley, franchement, jolie saison. Bon, Smart est blessé, on peut pas tellement juger les choses. Et puis en plus, le scoring n'est pas son registre, même s'il a pas mal fait de passes. Joel Embiid peut-être en deçà des attentes. Et puis après, du côté des joueurs qui sortent du banc, Bullock, Korver, Gibson, des contributions modestes mais quand même assez appréciables. Donc
tout ça pour dire que voilà, rien ne nous surprend réellement, à part peut-être cette contribution offensive incroyable de Zach LaVine, qui, pour cette saison rookie, pourrait, qui sait, aller titiller le Rookie of the Year. On sait jamais. Peut-être. C'est jouable. En tout cas, ça risque de se jouer entre lui et Niko Jokic, au vu de l'examen des stats. Au fil du temps, je regarde de temps en temps les stats de rookie. Ça sent plutôt bon pour la lutte Jokic contre LaVine pour le rookie de l'année. Voilà, on enchaîne. Ça perd pas mal. On est à 15 victoires pour 36 défaites désormais, au moment où la trade deadline s'annonce. Alors, la trade deadline, est-ce qu'il faut bouger ou est-ce qu'il faut faire confiance à notre projet? Alors qu'on voit, voilà, petit classement, pas mal d'équipes, autour des 50% là, dans le ventre mou de l'Est. Et puis nous, on est 14e. Il n'y a que Toronto qui nous fait concurrence en faisant un pire bilan que nous. Alors la question, c'est est-ce qu'on va bouger au moment de la trade deadline, C'est la question principale, évidemment, parce que moi je sais pas, je pense pas qu'il faille bouger. Il y a du capital joueur, parce que là on va pas y toucher évidemment. Nos jeunes, on va surtout les laisser se développer tranquillement. Et puis il y a du capital tour de draft, regardez. Si on va regarder la valeur de ces tours, on possède le premier tour du Magic, on possède le premier tour de Sacramento, protégé top 3, c'est pas formidable, ça fera une fin de premier tour. Et puis par contre, on possède le nôtre, le propre premier choix des Boston Celtics. Bah voilà pourquoi je ne vais pas bouger. Parce qu'en fait, on a un espoir d'aller drafter relativement haut, puis on va drafter aussi intermédiaire, peut-être autour de la 20e place, puis on va sûrement drafter en fin de premier tour, donc permettra de se renforcer. Il y a un certain nombre de joueurs qui sont pas mauvais à ce draft 2015. On n'est pas obligé d'aller chercher Karl Anthony Towns, Porzingis et Embiid dans la même équipe, faut pas rigoler non plus. Regardez quelques images de l'équipe qui domine l'Est en cette saison. J'ai nommé donc les New York Knicks, avec Jimmy Butler, avec Carmelo Anthony, avec Kyrie Irving. Déjà, ce petit trio, il fait plutôt plaisir. Et puis Valanciunas également, ou Jay Crowder sont également de la partie. Et puis voilà, on va se rapprocher tout tranquillement donc du All-Star Game, où je me suis amusé à jouer un peu les concours, ce qui n'arrive presque jamais. Je propose jamais ça dans mes vidéos en général. Après, c'est amusant puisque on a fait un saut dans le passé, dans cette série-là. À ce moment-là, pourquoi ne pas s'amuser un petit peu avec des concours old school, dirais-je ainsi. Kyrie Irving des New York Knicks et James Harden des Houston Rockets se disputeront notamment face à Steph Curry et on l'a vu d'autres, le concours à 3 points. Et j'ai vraiment réalisé une de mes meilleures performances dans ce petit exercice avec Kyrie Irving qui va s'imposer dans le concours à 3 points. Donc ouais, c'est amusant parce que ça oblige quand même à tenir compte du timing. On sait qu'il est punitif, il évolue chaque année, le timing de shoot dans ce jeu. Et même après plusieurs mois de jeu, honnêtement, c'est pas toujours évident d'arriver à trouver le bon réglage. Ainsi, voilà, hop, les shoots bonus là à 45 degrés, un petit peu reculés par rapport à la ligne à 3 points, auront été du côté de Kyrie Irving. Voilà. Et puis après, il y a le dernier rack ici à 0 degré, dans lequel on va faire quand même une bonne performance. Regardez, il n'y a rien qui a été raté, simplement j'ai manqué un petit peu de temps, mais le score de ce tour est un record pour moi. Voilà, j'ai jamais comme ça fait 30 points sur le run à 3 points d'un joueur. Voilà, c'est donc Kyrie qui remporte ce concours à 3 points. Le même soir, évidemment, le concours de dunk. Là, on retrouve Zach LaVine, quand même, on peut en parler. Zach LaVine qui va se retrouver en finale face à Andrew Wiggins. Et je suis un petit peu désolé, je peux pas vous montrer la victoire.
c'est Andrew Wiggins qui va comme ça s'imposer, mais de très très peu. Il va s'imposer face à Zach LaVine, qui aura pour autant fait un bon concours, mais je crois qu'il perd de 1 point. Enfin, voilà, donc victoire finale pour Andrew Wiggins, qui s'impose ici. Voilà, bravo à lui. Et Zach LaVine a failli remporter le concours. Peut-être qu'on réessayera l'année suivante. Je ne sais pas trop. Ensuite, pour ce qui est des All-Stars, c'est marrant, il y a un savant mélange entre vieille gloire et jeunes stars finalement en devenir dans ces équipes-là. Bon, il va y avoir plusieurs joueurs qu'on connaît, que je vous ai déjà montré, qui vont être comme ça All-Star en cette année. Anthony, Irving, Butler, du côté des Knicks par exemple. On pourra évidemment mentionner Kawhi Leonard, James Harden du côté des Rockets. Et puis voilà, après on termine notre saison régulière relativement tranquillement. Toujours particulier le phénomène de qui est nommé All-Star dans une saison. Alors, à plus forte raison quand c'est dans le passé comme ça, dans une ère reculée. Parce que en fait, la saison qu'on dispute est l'avant-dernière de l'ère LeBron, sachant qu'elle est à partir de l'été 2016 dans ce type de partie. On rebascule sur une ère Curry. Donc, à voir. Est-ce qu'il y aura des changements ? Je vous avoue que j'ai toujours pas réellement réussi à comprendre ce qui pouvait être les conclusions qu'on pouvait vraiment en tirer par rapport à tout ça, si ce n'est que oui, je vois vraiment une différence entre ça et l'ère moderne, bien sûr, mais de là à vous faire de grandes théories, j'en suis incapable. La saison des Celtics s'achève dans un relatif anonymat, je dirais qu'on est victime de quelques blessures. Manette en main, cette équipe est très très intéressante. Et pour autant, dès lors qu'on commence à avoir quelques blessures, waouh, c'est très très compliqué. On perd presque tous les matchs. C'est une saison difficile sur le plan des résultats. Après, est-ce qu'on s'attendait réellement à autre chose ? Ben non. En plus là, on perd encore Zach LaVine quelques jours plus tard pour quasiment tout le reste de la fin de saison. Bon, c'est l'occasion de donner des minutes à des gens qui en avaient pas forcément beaucoup, et puis surtout de passer à la suite. Voilà, on espère que la progression de ces joueurs blessés là ne sera pas trop entravée. Zach LaVine, un peu plus de 30 minutes par match, pourcentage à 3 points, pas encore formidable, et il aura quand même mis 20 points par match sur sa saison rookie. C'est plutôt pas trop mal. Il fait quand même une bonne saison. Au final, l'arrière des Boston Celtics dans cette partie. Après, Joel Embiid, il aura fait une très bonne saison également pour une saison rookie. On voit que les stats ont monté progressivement au fil de l'année. Il a terminé, peut-être sera-t-il dans la discussion pour le rookie de l'année, on verra ce qui va se passer. Regardez, on a maintenant 69 matchs joués. On est à 19 victoires, 50 défaites dans une conférence Est quand même relativement dominée par les Knicks, avec quand même quelques équipes qui suivent bien derrière, comme Miami, comme Atlanta, comme évidemment Chicago de Derrick Rose. Et je pense que l'essentiel maintenant, c'est de se projeter vers la draft. Donc Porzingis, Towns, Turner, il y a plein de joueurs intéressants ici. Alors est-ce que pour nous les intérieurs sont une cible? Pas réellement, au vu de l'effectif qui est le nôtre. Regardez, j'ai redonné vie à Justice Winslow. On a aussi des noms qu'on connaît, Jail Okafor, juste avant, Manuel Mudiay, D'Angelo Russell, il y a plein de joueurs intéressants. Que dire de Devin Booker, bien sûr. L'équipe qui le draftera sera
sera bien chanceuse. Et voilà, après, moins de joueurs connus, mais quand même, Bobby Portis, Christian Wood, Tyus Jones, Hernan Gomez, Richard Holmes, Kelly Oubre, Terry Rozier, Kevin Looney, tellement de joueurs. Norman Powell qui sortira de la draft à 68, ce qui paraît limite indécent par rapport à la valeur de ce joueur plus tard. Mais tout le monde ne sort pas super fort de la fac, hein, et n'est pas drafté tout en ayant un très haut niveau. Certains joueurs évoluent au fil de leur carrière et mûrissent sur le tard. C'est le cas de Norm Powell, on peut quand même le dire. Voilà, saison terminée ici. Ce sera 23 victoires pour 59 défaites. Regardez, elle se dessine, notre 59e ici. Voilà, donc saison régulière terminée pour les Boston Celtics. Ce qu'on pourra noter, c'est que on est 14e de l'Est. Il y a quand même Toronto qui a réussi à faire moins bien, mais donc c'est plutôt pas mal dans un projet de relatif tanking. Sinon, à l'Ouest, une équipe bat tous les records, c'est les Denver Nuggets, avec 11 petites victoires sur l'année et 71 défaites. Donc là, voilà, on voit que les Spurs de Tipeee, Duncan et El Manu, franchement, ont eu bien du mal à avoir un second souffle, et que, en revanche, les Houston Rockets, qu'on avait évidemment pris pendant plusieurs années, en ce début de partie, caracolent en tête, tout comme d'ailleurs les Knicks ultra dominent l'Est. Donc on s'attend à des playoffs peut-être avec des retrouvailles Houston contre Knicks. Le MVP de la saison régulière sera donc Kawhi Leonard. Le rookie de l'année, Nikola Jokic, toujours les Houston Rockets à l'honneur. Le 6e homme de l'année, Terrence Ross, mérité. Le joueur, le DP of the Year, c'est Drew Holiday, toujours les Houston Rockets qui sont à l'honneur. Le joueur ayant le plus progressé, Anthony Davis. Le coach de l'année, on n'est pas trop surpris de voir Rick Edelman, puisque c'est encore une fois les Rockets qui sont à l'honneur, mais quand même avec des Kings qui ont quand même été forts. Et puis après, voilà, les 5 NBA, donc D-Rose, Kobe, Kawhi, LeBron, Anthony Davis pour le premier 5. DeMarcus Cousins, Blake Griffin, KD, D-Wade et Steph Curry pour le deuxième. Kyrie, James Harden, Jimmy Butler, Carmelo Anthony, Al Horford pour le troisième 5. Serge Ibaka, KD, Kawhi, D-Wade et Drew pour le premier 5 défensif. Ensuite, Chris Paul, J.R. Smith, Jimmy Butler, Josh Smith et Tim Duncan, malgré son âge assez avancé, pour le second 5 défensif. Josh Smith aussi a une vraie valeur à ce niveau-là. Et à chaque fois qu'on l'affronte, on s'en rend bien compte. Le premier 5 de rookie, Jabari Parker, Nikola Jokic, Andrew Wiggins, Zach LaVine et Dante Exum, drafté l'été d'avant par les Bulls. Et puis Micic, Smart, Gordon, Randall et Joel Embiid pour de deuxième All-Rookie Team. Donc après, c'est bien parce que ça donne toujours le moral aux mecs d'avoir comme ça une petite distinction individuelle. On voit que Jabari Parker aussi est honoré d'avoir obtenu quelque chose, et puis c'est parti pour des playoffs, donc forcément sans les Celtics, et sur lesquels moi je vais continuer quand même à jouer avec mes Houston Rockets de début de partie. Alors c'est assez jubilatoire à jouer parce que l'équipe est super forte, ça permet d'essayer de jouer de manière, on va dire, spectaculaire, avec quand même aussi comme mot d'ordre le plaisir, appliquer un peu des systèmes, ne pas bourriner sur du pick and roll ou des simples systèmes en floppy
en permanence, comme on pourrait le faire avec une équipe avec laquelle on est un peu plus juste. Ainsi donc, Houston passe les Pelicans au premier tour, mais quand même on verra que les Pelicans auront eu le mérite de bien résister, avec notamment Anthony Davis très très fort, et puis le MVP qui est toujours présent, MVP de cette saison, donc Kawhi Leonard. Ensuite, sur le match de la gagne, on aura une blessure très très importante en apparence pour Jrue Holiday. On se dit à ce moment-là que la saison est fichue. Oh, ça va, c'est 2 à 4 semaines. En plus, ils ont James Harden. C'est pour ça que ça a été compliqué le premier tour face à ces Pelicans. C'est parce qu'il y a eu un peu des blessures du côté de Houston. Donc là, ça remet du suspense. Néanmoins, ça passe pour eux. Et puis, on arrive très rapidement aux demi-finales de conf, sur lesquelles là, Houston va balayer les Clippers. Il y aura comme ça peu de suspense, avec des moyennes assez édifiantes de points marqués. Cette équipe est très très forte, elle est emmenée essentiellement par 2 joueurs, mais au final, même ceux qui sortent du banc sont vraiment bons. Tous les role-players sont à la hauteur. Enfin, Sacramento a sorti Oklahoma City. Alors ça, c'est un peu la tendance du moment à l'Ouest, c'est-à-dire que les Kings représentent la deuxième force de l'Ouest dans la partie. Et puis, on est en péril ici avec Houston en finale de conférence Ouest, mené 3-1, pendant qu'on voit que par contre les Knicks se sont débarrassés pas trop difficilement des Atlanta Hawks. Donc voilà, c'est plutôt attendu pour les Knicks, et c'est carrément surprenant pour les Rockets de se retrouver en pareille situation, et donc l'occasion comme ça d'essayer de relever la tête face. Alors c'est intéressant Sacramento, parce que donc il y a des Marcus Cousins, il y a Dante Green, mais bon, il y a aussi Rudy Gay, il y a plusieurs joueurs qui sont vraiment pas mal. Ils s'étaient renforcés à l'été, les Kings, et honnêtement, c'était une super idée. Raja Rondo aussi était parti de Boston pour aller aux Kings, et ça fonctionne, donc ça va être au final tout de même une victoire au match 7 pour les Rockets, mais vraiment, il aura fallu aller en 7. La série aura été très serrée. Tariq Evans, c'est aussi de la partie. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un dénommé Ricky Cousins, un homonyme au niveau du nom de famille de DeMarcus Cousins, qui est aussi pas mal, et qui est, bon, pour le coup, il est assez cheaté, c'est un régène, et il est super fort, il approche les 90 d'overall, donc voilà, ça vient comme ça agrémenter la partie. Et en finale NBA, en revanche, là, il n'y aura pas de difficulté particulière, ce sera évidemment le titre pour Houston, donc une partie qui est ultra dominée par les Rockets, mais pour autant il y a pas mal de petites choses plutôt sympathiques à noter ici et ailleurs, avec comme ça ces Celtics dont j'ai essayé de m'efforcer de vous montrer on va dire le début de la renaissance, et en espérant ne pas avoir été trop soporifique. Il faut toujours faire des choix au montage, essayer de pas tout montrer, sinon c'est un petit peu ennuyeux, mais tout de même quand même montrer l'évolution des choses. Donc oui, saison difficile pour les Celtics. On est regardez, avec une masse salariale qui est plutôt faible pour l'époque. C'est normal, on a des contrats rookies, on a aussi des joueurs qui sont quand même pas très très gourmands, on a aussi des mecs en fin de contrat, ce qui fait qu'on va avoir un peu de cap space, mais je pense qu'il faut faire confiance aux gars qui sont là, donc ne pas forcément chercher à utiliser tout le cap space restant. On sait qu'il va rester plus de 40 millions disponibles à l'été avec ces Boston Celtics, et on va se regarder aussi qui prend sa retraite, qui quitte la NBA, donc Baron Davis, Vince Carter, Tracy McGrady, est-ce que je le rappelle une dernière fois ou pas, Ray Allen,
Quentin Richardson. Voilà, pour l'essentiel des noms qui vont comme ça quitter la ligue au début de cette intersaison. Donc T-Mac et Ray Allen vont être Hall of Famers. Et ben voilà, c'est logique. Hein. On laisse comme ça progressivement partir les vieilles gloires. Et on aborde comme ça l'été avec assez peu de changements. Voilà, juste l'histoire de classement, puis des marques et des logos de l'équipe qui évoluent. Réunion de la Ligue, juste pour confirmer le petit changement par rapport au classement, savoir que vainqueur de division ne passe plus nécessairement dans le top 3, on garde le bilan global et on arrive ainsi à la loterie. Regardez, on est pronostiqué en 3e position. Avant même la loterie, les Celtics devraient récupérer un bon choix, mais lequel? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Ce sera le 3e. Voilà. 3e choix, sachant que Toronto va drafter en première position. Les Wolves vont encore avoir un bon tour de draft avec la 2e place. Et les Nuggets, qui ont tanké toute l'année, vont se retrouver finalement avec le 4e choix. Donc, voilà, ça augure un petit peu de la suite. Et c'est amusant de voir que l'équipe qui a beaucoup tanké, le plus en tout cas, n'est pas la plus récompensée. On sait que ce sont des thématiques qui sont un petit peu à la mode en ce moment, où la NBA cherche à lutter contre le tanking. Ainsi, on se retrouve avec Boston, muni des choix 3, 23 et 28. Voilà, on fera ce draft dès le début de l'épisode suivant. Je vous dis à plus. Bye bye.